5 minutes, pas une de plus, et pourtant ce court instant a suffi à déclencher l'une des polémiques climatiques les plus violentes jamais vues à l'Assemblée générale des Nations unies, fracturant durablement l'opinion mondiale entre partisans convaincus de l'écologie et opposants déterminés. Quelques instants auparavant, Donald Trump venait d'achever un discours incendiaire affirmant que le réchauffement climatique relevait d'une immense tromperie mondiale, tout en accusant l'Europe de s'autodétruire à travers des politiques écologiques qu'il jugeait absurdes. Face à l'auditoire, il affichait ce sourire confiant presque provocateur et cette assurance théâtrale qui ont façonné son image publique, persuadé d'avoir pris l'ascendant contre ce qu'il qualifiait d'hystérie climatique globale convaincue, surtout que personne n'oserait le contredire frontalement sur un sujet aussi explosif sous les regards des caméras internationales. Pourtant, dans cette salle emblématique de l'ONU, quelque chose avait profondément évolué depuis son premier mandat. Une nouvelle génération de dirigeants européens n'était plus prête à laisser passer ce type d'attaque sans réagir. Parmi eux, le premier ministre français Sébastien Lecornu observait Trump avec une tranquillité presque dérangeante, un calme qui aurait dû alerter l'ancien président américain car la suite des événements n'allait pas seulement surprendre, elle allait redéfinir un moment charnière du débat climatique mondial. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui allait secouer cette assemblée solennelle, il faut revenir quelques heures en arrière dans la suite présidentielle du Plaza Hotel, où Trump préparait méticuleusement son offensive contre les politiques climatiques européennes. Entouré de ses conseillers les plus fidèles et les plus radicaux, l'ancien président américain fourbissait ses arguments les plus provocateurs. Ces Européens prétentieux croient pouvoir donner des leçons au monde entier avec leur Green Deal ridicule, déclarait Trump à son équipe étudiant les dernières données économiques européennes. Regardez leurs factures d'électricité, leurs entreprises qui fuient vers l'Asie, leurs agriculteurs qui manifestent. Leur politique climatique est un suicide économique et je vais le démontrer devant le monde entier. La stratégie de Trump était simple mais redoutable, utiliser la tribune prestigieuse de l'ONU pour déconstruire systématiquement la crédibilité des politiques climatiques européennes, présenter les États-Unis comme le modèle de pragmatisme économique face à l'idéologie verte européenne, et isoler diplomatiquement l'Europe sur la question climatique en rassemblant les pays émergents autour d'une approche réaliste du développement. Mais ce que Trump ignorait, c'est qu'à quelques kilomètres de là, dans sa suite du Saint-Tropez, Gisòtel Sébastien Lecornu préparait lui aussi cette confrontation avec une minutie toute française. Le premier ministre français n'était pas venu à New York pour subir passivement les provocations trumpiennes. Il était venu pour défendre une certaine idée de l'Europe et de la responsabilité climatique mondiale. Contrairement à ses prédécesseurs européens, souvent embarrassés par les attaques trumpiennes et tentés par la diplomatie de l'esquive, Lecornu avait pris une décision politique majeure, affronter Trump de face sur le terrain scientifique et économique avec des arguments irréfutables et des données que même le plus populiste des politiciens ne pourrait contester. Dans les semaines précédant ce voyage à New York, une cellule de travail ultra spécialisée avait été constituée à Matignon réunissant les meilleurs experts français en climatologie, en économie verte et en diplomatie environnementale. Valérie Masson-Delmotte, climatologue de renommée mondiale et vice-présidente du GIEC, avait apporté les dernières données scientifiques. François Gemène, spécialiste des migrations climatiques, avait fourni les projections démographiques. Barbara Pompili, ancienne ministre de la Transition écologique, avait compilé les succès concrets de la politique climatique française. Monsieur le Premier ministre, expliquait Valérie Masson-Delmotte lors d'une réunion confidentielle à Matignon, Trump fonctionne sur les fake news et les approximations. Mais face à des données scientifiques précises, vérifiables et récentes, sa rhétorique s'effondre. Il suffit d'avoir les bons chiffres au bon moment. L'équipe avait travaillé pendant des semaines à constituer un arsenal de données irréfutables, évolution des températures mondiales avec une précision de 0,1 degré, coût économique réel des catastrophes climatiques, création d'emplois dans les énergies renouvelables, comparaison internationale des performances énergétiques. Chaque argument de Trump avait été anticipé, chaque contre-vérité préparée à la riposte. Plus important encore, Lecornu avait fait appel au service de Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC et prix Nobel de la paix, pour valider scientifiquement chacun de ses arguments. Sébastien, vous allez affronter l'un des plus grands démagogues de notre époque, lui avait confié le climatologue. Mais vous avez un avantage, la science est de votre côté, et la science finit toujours par triompher.
Le 23 septembre 2025 restera gravé dans l'histoire de la diplomatie climatique internationale. Ce matin-là, l'Assemblée générale des Nations unies s'ouvrait dans une atmosphère particulièrement tendue. L'ordre du jour, officiellement consacré au développement durable et à la lutte contre le changement climatique, était en réalité l'occasion d'une confrontation majeure entre deux visions opposées de l'avenir de la planète. Trump avait demandé à prendre la parole en premier selon la tradition accordant la priorité aux anciens présidents américains. À 14 heures précises, il monta à la tribune avec cette assurance théâtrale qui le caractérisait, portant son costume bleu marine impeccable et sa cravate rouge. « Mesdames et messieurs les délégués », commença-t-il avec cette voix forte et cette gestuelle amplifiée qu'il maîtrisait parfaitement, « je suis venu ici aujourd'hui pour dire une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Le changement climatique est la plus grande arnaque jamais perpétrée sur le monde. » Un murmure parcourut l'Assemblée. Même habitués aux provocations trumpiennes, les diplomates étaient surpris par cette attaque frontale dans l'enceinte sacrée de l'ONU. « Regardez l'Europe », continua Trump en pointant théâtralement vers la section européenne de l'Assemblée. « Ils se détruisent avec leur politique verte délirante, leurs factures d'électricité ont triplé leurs industries, fermant leurs agriculteurs, manifestent dans les rues. Et pendant ce temps, la Chine et l'Inde continuent de polluer massivement. Où est-ce la logique ? L'attaque était directe, personnelle et particulièrement blessante pour les Européens présents. » Trump continua sur sa lancée. Les énergies renouvelables, une gigantesque escroquerie. Le vent ne souffle pas toujours, le soleil ne brillait pas la nuit. Comment peut-on baser l'économie d'un pays sur des sources d'énergie aussi peu fiables? Puis vint l'attaque personnelle contre la France et Le Cornu. Et que dire de la France, ce pays qui se prétend leader mondial de l'écologie pendant que ses centrales nucléaires vieillissantes menacent de l'Europe entière, monsieur Le Cornu? Vos éoliennes défigurent vos paysages et ruinent vos agriculteurs. Vos voitures électriques ne roulent que grâce au nucléaire. Où est la cohérence? Cette provocation directe était calculée pour mettre Le Cornu en difficulté devant l'Assemblée mondiale. Trump attendait une réaction émotionnelle, une défense embarrassée, le genre de situation qui lui permettait de dominer le débat par sa rhétorique populiste. Mais Le Cornu resta imperturbable, prenant des notes calmement sans montrer la moindre émotion. Cette sérénité troublante aurait dû alerter Trump. Mais l'ancien président américain était trop porté par sa propre performance pour s'en apercevoir. Trump termina son discours par sa conclusion habituelle. L'Amérique a choisi le réalisme économique plutôt que l'idéologie verte. Nous créons des emplois, nous baissons les prix de l'énergie, nous restons la première puissance mondiale. Pendant que l'Europe se suicide avec ses rêves écologistes. Tous les regards se tournèrent vers Sébastien Lecornu qui demanda calmement à prendre la parole. Le premier ministre français se leva avec cette élégance naturelle qui caractérisait la diplomatie française, monta à la tribune sans hâte et fixa Donald Trump droit dans les yeux avant de commencer son intervention. « Monsieur l'ancien président Trump, commença-t-il d'une voix posée mais parfaitement audible, je vous remercie pour cette démonstration parfaite de ce qu'est le négationnisme climatique au XXIe siècle. Vous venez de nous offrir un condensé de fake news, d'approximations et d'erreurs. Permettez-moi de rétablir quelques vérités factuelles. » L'attaque était immédiate, directe et formulée avec une courtoisie française qui rendait l'ironie encore plus cinglante. Trump, visiblement surpris par cette offensive, se rassit avec une grimace contrariée. « Vous parlez d'arnaque climatique », continua Lecornu en sortant un dossier de sa serviette. « Voici les données de la NASA, de la NOAA et du GIEC. 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec une température moyenne supérieure de 1,48 degrés Celsius. La première salve était précise et imparable. » Lecornu continua méthodiquement. « Vous critiquez les énergies renouvelables. L'Europe produit aujourd'hui 47% de son électricité grâce aux renouvelables. Le coût du solaire a chuté de 70%. Les États-Unis, eux, restent dépendants à 79% des énergies fossiles importées et sont dans une impasse technologique. Vous accusez l'Europe de se suicider économiquement. L'industrie européenne des clean tech emploie 3,3 millions de personnes et génère 306 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Tesla, l'entreprise américaine symbole de la transition énergétique, réalise 45% de ses ventes en Europe.
Monsieur Trump, nos politiques vertes délirantes enrichissent vos propres entreprises. L'Assemblée commençait à réagir, des sourires apparaissaient sur les visages des délégués européens. Mais l'écornu n'en avait pas terminé, il sortit un second document. Parlons maintenant des coûts des catastrophes climatiques. En 2024, les États-Unis ont subi 47 milliards de dollars de dégâts climatiques, ouragans en Floride, incendies en Californie, tornades dans le Midwest. L'Europe, 23 milliards d'euros. Nos investissements dans l'adaptation climatique nous coûtent moins cher que votre inaction ne vous coûte en réparation. Cette démonstration par l'absurde était imparable. Trump commençait à s'agiter sur son siège, visiblement déstabilisé par la précision des attaques françaises. « Vous moquez nos voitures électriques » continua l'écornu. L'Europe produit 2,3 millions de véhicules électriques par an contre 1,8 million aux États-Unis. Notre autonomie d'innovation technologique nous rend moins dépendants du pétrole importé. Pendant que vous subventionnez encore les compagnies pétrolières, nous créons les emplois du futur. Puis vint le coup de grâce, la phrase qui allait faire le tour du monde. « Monsieur Trump, vous nous accusez de nous suicider avec l'écologie. Permettez-moi de vous dire que refuser la réalité scientifique, c'est cela le véritable suicide. Et l'Amérique mérite mieux que vos mensonges climatiques. » Le silence qui suivit était assourdissant. Trump, pour la première fois depuis longtemps, semblait déstabilisé. Le cornu n'avait pas terminé sa démonstration, mais peut-être préférez-vous parler de nos agriculteurs que vous prétendez défendre. Grâce à nos politiques d'adaptation climatique, l'agriculture française a maintenu sa productivité malgré les sécheresses. L'agriculture américaine, vous avez perdu 34% de vos récoltes de maïs à cause des vagues de chaleur l'été dernier. Qui protège vraiment ces agriculteurs? Cette fois, c'était un tsunami de données factuelles qui déferlait sur Trump. Chaque argument de l'ancien président était méthodiquement démoli par des chiffres vérifiables. Vous parlez de cohérence énergétique, continua le cornu. La France produit 93% de son électricité sans carbone grâce au nucléaire et aux renouvelables. Les États-Unis, 61% d'énergie fossile polluante. Nos émissions de dioxyde de carbone par habitant, 4 tonnes. La démonstration était accablante pour Trump qui tentait désespérément de reprendre la parole. Mais l'écornu avait préparé sa conclusion avec soin. « Monsieur Trump, vous représentez le passé, le déni, l'inaction, l'irresponsabilité face aux générations futures. L'Europe représente l'avenir, l'innovation, la responsabilité, la lucidité scientifique. L'histoire jugera qui avait raison entre celui qui niette le problème et ceux qui le résolvent. » Et puis vint la phrase finale qui restera dans les mémoires. La plus grande arnaque jamais perpétrée sur le monde, Monsieur Trump, ce n'est pas la lutte contre le changement climatique. C'est de faire croire aux gens qu'on peut ignorer la science sans conséquence. L'explosion d'applaudissements qui suivit fut phénoménale. Debout, la majorité de l'Assemblée générale ovationna l'écornu pendant 3 minutes. Trump, livide, avait quitté la salle avant la fin du discours français. L'onde de choc fut immédiate et planétaire. En quelques minutes, les extraits du discours de l'écornu devenaient viraux sur tous les réseaux sociaux. L'écornu contre Trump, Climate Facts Not Fakes, Science Wins furent en tendance mondiale pendant 72 heures consécutives. Aux États-Unis même, la réaction fut massive. Les grandes universités américaines Harvard, MIT, Stanford publièrent des communiqués saluant la victoire de la science sur la démagogie. Plus de 2000 scientifiques américains signèrent une pétition soutenant les propos de l'écornu et demandant à Trump de cesser ses mensonges climatiques. En Europe, les effets furent encore plus spectaculaires. Pour la première fois depuis des années, un dirigeant européen avait tenu tête à Trump avec succès sur son propre terrain devant les caméras mondiales. Les sondages montrèrent un sursaut de fierté européenne. Selon Eurobaromètre, 84% des Européens approuvaient l'intervention de Sébastien Lecornu, mais c'est peut-être la réaction de la jeunesse mondiale qui fut la plus significative. Greta Thunberg écrivit sur Twitter « Enfin un dirigeant qui dit la vérité climatique sans complexe. Merci à Sébastien Lecornu. » Les mouvements climatiques du monde entier adoptèrent instantanément Lecornu comme leur nouveau héros politique. Donald Trump, humilié publiquement, tenta bien quelques tweets vengeurs, mais ils tombèrent à plat. Comment répondre à des données scientifiques vérifiables? Comment contester des chiffres officiels? Sa stratégie habituelle du mensonge et de la provocation venait de se heurter au mur de la réalité factuelle.
6 mois après cette confrontation historique, les conséquences étaient durables. Louis Cornu était devenu une figure internationale de la lutte climatique, invité dans toutes les grandes universités mondiales, consulté par tous les leaders européens. Trump lui avait perdu de sa crédibilité, même auprès de ses soutiens traditionnels. Beaucoup d'Américains avaient découvert, grâce à Le Cornu, à quel point leurs dirigeants les avaient trompés sur la réalité climatique. L'histoire retiendra que ces 5 minutes à l'ONU marquèrent un tournant, le moment où l'Europe cessa d'avoir peur des provocations américaines et osa défendre ses convictions avec fermeté. Le Cornu avait prouvé qu'on pouvait battre le populisme avec la vérité scientifique pourvu qu'on ait le courage de la dire clairement. Comme l'écrivit le The New York Times, en 5 minutes, un premier ministre français a fait plus pour la cause climatique que 10 ans de négociations diplomatiques. Il a rappelé au monde qu'entre les mensonges et la science, le choix devrait être évident. Cette leçon résonne encore aujourd'hui face aux démagogues qui nient de la réalité. La meilleure arme reste la vérité courageusement énoncée et solidement documentée. Mais derrière cette confrontation spectaculaire se cachait une préparation de plusieurs mois que très peu de personnes connaissaient vraiment. L'histoire secrète de cette réponse historique avait commencé 4 mois plus tôt dans les bureaux feutrés de l'Élysée lors d'une réunion de crise consacrée à la stratégie climatique française. Face au retour annoncé de Trump sur la scène internationale, Emmanuel Macron avait convoqué ses plus proches conseillers dans le salon Napoléon de l'Élysée par une froide soirée de mai. L'objet de la réunion était clair: comment répondre efficacement aux attaques climatiques trumpiennes qui recommençaient à empoisonner le débat international. Trump va revenir en force sur la scène internationale, avait déclaré le président français. Ces mensonges climatiques trouvent un écho croissant, y compris en Europe. Nous devons être prêts à lui répondre avec une précision chirurgicale. Autour de la table se trouvaient les plus grands experts français en climatologie et en communication politique. Valérie Masson-Delmotte, climatologue de renommée mondiale et coprésidente du groupe de travail du GIEC, François Gémen, spécialiste des migrations climatiques et professeur à Sciences Po, Barbara Pompili, ancienne ministre de la Transition écologique, et Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC et prix Nobel de la paix, avec Al Gore. Monsieur le Président, avait expliqué Valérie Masson-Delmotte, Trump utilise systématiquement 3 techniques de désinformation climatique: la contestation des données scientifiques, la dramatisation des coûts économiques de la transition et la relativisation par rapport aux autres pays. Nous devons préparer une réponse factuelle imparable sur chacun de ces points. Jean Jouzel avait complété: le problème avec Trump, c'est qu'il mélange habilement quelques données réelles avec beaucoup de fake news. Il faut le piéger sur ses propres contradictions avec des chiffres qu'il ne pourra pas contester parce qu'ils viennent de sources américaines qu'il ne peut pas décrédibiliser. Sur cette stratégie de jiu-jitsu climatique, retourner la force de l'adversaire contre lui-même allait devenir la marque de fabrique de la riposte française. Pendant des semaines, l'équipe constituée par Macron et dirigée par Le Cornu allait compiler un arsenal de données irréfutables, toutes issues de sources américaines officielles. NASA, NOAA, Département de l'énergie, Agence de protection de l'environnement. François Gémen avait apporté une dimension stratégique cruciale. Il ne suffit pas d'avoir raison scientifiquement. Il faut aussi gagner la bataille de l'opinion publique. Trump excelle dans la simplification populiste. Nous devons être tout aussi clairs, mais avec la vérité. Cette exigence de pédagogie scientifique accessible avait guidé toute la préparation de Le Cornu. Mais ce qui rendait cette préparation unique, c'était l'ambition affichée par Le Cornu de ne pas seulement répondre à Trump, mais de l'écraser intellectuellement devant l'opinion mondiale. Je ne veux pas d'une réponse diplomatique polie, avait-il déclaré à ses conseillers. Je veux une démonstration si implacable que plus aucun climato-sceptique n'osera répéter ces mensonges après. Cette détermination avait conduit à un travail de bénédictin. Chaque affirmation habituelle de Trump avait été passée au crible, vérifiée, documentée, réfutée avec une précision scientifique absolue. L'équipe avait même fait appel à des experts en psychologie cognitive pour comprendre comment présenter les données de façon à maximiser leur impact sur l'opinion publique. Sander van der Linden, directeur du Cambridge Social Decision Making Lab et spécialiste de la désinformation climatique, avait été consulté en secret. Monsieur le Premier ministre, avait-il expliqué via visioconférence sécurisée, Trump utilise ce que nous appelons des zombies arguments, des affirmations fausses, mais
accrocheuses qui reviennent sans cesse malgré leurs réfutations répétées. La seule façon de les tuer définitivement, c'est une réfutation si spectaculaire qu'elle marque les esprits pour toujours. Cette analyse avait inspiré la stratégie finale de l'écornu. Ne pas seulement corriger les erreurs de Donald Trump, mais les pulvériser avec une telle force que personne ne puisse plus jamais les reprendre sérieusement. L'objectif était de créer ce que les psychologues appellent un « moment d'évidence », un instant où la vérité devient si évidente qu'elle s'impose définitivement dans l'opinion publique. Pour tester cette stratégie, Sébastien Lecornu avait organisé des simulations intensives à Matignon. Ses conseillers jouaient alternativement Trump et différents types d'audiences journalistes, sceptiques, citoyens, inquiets, d'écoute de la transition représentant de pays en développement réticents aux contraintes climatiques. Monsieur le Premier ministre, vos éoliennes tuent les oiseaux et défigurent nos paysages, criait un conseiller reprenant un argument trumpien classique. Monsieur le conseiller répondait Lecornu avec un calme olympien. Les éoliennes tuent environ 0,5% des oiseaux, les centrales à charbon que défend Trump en tuent 5%. Voulez-vous vraiment parler de protection des oiseaux? L'ancien militaire qu'il était appliquait à la politique climatique la même rigueur tactique qu'il avait mise au service de la défense française. Une bataille se gagne par la préparation, répétait-il à son équipe. Trump improvise, nous nous anticipons tout. Cette préparation minutieuse incluait même des aspects apparemment secondaires mais cruciaux, la tenue vestimentaire costume bleu marine sobre pour contraster avec l'exubérance trumpienne, la gestuelle geste mesuré et précis pour incarner la rigueur scientifique, l'intonation voix posée mais ferme pour marquer la différence avec les éclats trumpiens. Un coach en communication internationale, ancien conseiller de plusieurs prix Nobel, avait même travaillé avec Lecornu sur ce qu'il appelait l'autorité scientifique incarnée. Monsieur le Premier ministre, face aux caméras mondiales, vous ne représentez pas seulement la France, vous incarnez la communauté scientifique internationale face à l'obscurantisme. Chaque mot, chaque geste doit refléter cette responsabilité historique. 3 semaines avant le départ pour New York, l'équipe de Lecornu avait reçu une information capitale. Les services de renseignement français avaient intercepté les grandes lignes du discours que préparait Trump pour l'ONU. Il va attaquer frontalement l'Europe, critiquer nos factures d'électricité, moquer nos voitures électriques et vous défier personnellement sur le nucléaire français, avait rapporté le directeur de la DGSE lors d'une réunion ultra confidentielle. Cette information permit à Lecornu d'affiner ses contre-arguments avec une précision chirurgicale. Chaque attaque prévisible de Trump avait désormais sa riposte calibrée, chaque provocation sa réponse factuelle. « Il va nous servir ses mensonges habituels sur un plateau d'argent », avait souri Lecornu. « Nous n'aurons qu'à les découper un par un devant le monde entier. » Le voyage vers New York s'était déroulé dans une atmosphère de concentration. À bord de l'Airbus A330 présidentiel, Lecornu avait passé les 8 heures de vol à réviser ses fiches, mémoriser ses chiffres clés et répéter ses formules les plus percutantes. Son équipe l'entourait comme des préparateurs physiques avant un combat de boxe apportant les derniers ajustements, les ultimes précisions. Rappelez-vous, lui avait dit Valérie Masson-Delmotte pendant le vol, vous portez la voix de 97% des scientifiques mondiaux qui s'accordent sur la réalité du changement climatique anthropique. Trump ne représente que 3% de climatologues marginaux et des lobbies pétroliers. Le rapport de force intellectuelle vous est largement favorable. Jean Jouzel avait ajouté « Sébastien, ce que vous allez faire à New York dépassera le simple débat politique. Vous allez donner une leçon de science à la tribune la plus prestigieuse du monde. C'est un honneur et une responsabilité immense. » À New York, l'atmosphère était survoltée bien avant le début de la session de l'ONU. Dans les couloirs du Plaza où séjournait Trump, les journalistes américains bruissaient de rumeurs sur un discours climatique majeur de l'ancien président. Au Saint-Regis-Quartier général de la délégation française, Lecornu peaufinait ses derniers arguments avec ses conseillers scientifiques. La veille du discours, Lecornu avait reçu un appel surprise de Greta Thunberg depuis Stockholm. « Monsieur le Premier ministre, je sais que demain vous allez porter la voix de notre génération face aux mensonges climatiques. Toute la jeunesse mondiale compte sur vous. »
Cette responsabilité générationnelle avait profondément marqué Le Cornu, ajoutant une dimension émotionnelle à sa motivation scientifique et politique. Le matin du 23 septembre à 6h30, Le Cornu s'était levé pour une dernière révision de ses notes dans sa suite avec vue sur Central Park. « Aujourd'hui, je ne représente pas seulement la France », avait-il confié à ses plus proches collaborateurs. « Je porte la responsabilité de dire la vérité climatique face aux mensonges organisés. » L'histoire nous jugera sur ce moment. Arrivé aux Nations Unies, Le Cornu avait immédiatement senti l'effervescence exceptionnelle. Plus de 200 journalistes étaient accrédités pour couvrir cette session, un record pour un débat sur le climat. Les délégations africaines et insulaires premières victimes du changement climatique suivaient les événements avec une attention particulière. « Enfin, quelqu'un va peut-être dire la vérité à Trump ?» confiait l'ambassadeur des Maldives. Dans la salle historique de l'Assemblée générale, l'atmosphère était comparable à celle d'un grand procès. Chacun savait qu'il allait assister à un affrontement majeur entre deux conceptions du monde, le déni climatique trumpien et la science climatique européenne. Les caméras de CNN, BBC, France 24 et Al Jazeera étaient braquées sur les deux protagonistes. Quand Trump avait pris la parole, Le Cornu avait écouté avec l'attention d'un scientifique étudiant un spécimen de désinformation. Chaque approximation, chaque mensonge, chaque manipulation était mentalement cataloguée et préparée à la riposte. Il énumère ces fake news comme prévu, pensait le premier ministre français. Je vais les pulvériser une par une. Et effectivement, quand Trump avait terminé son réquisitoire anticlimatique, il avait inconsciemment tendu toutes les perches que l'équipe française avait anticipées, ses attaques contre l'Europe, ses moqueries sur les énergies renouvelables, ses provocations sur le nucléaire français, tout était prévisible et préparé. C'est alors que Le Cornu avait livré sa performance historique, mais ce que l'opinion publique mondiale n'avait pas vu, c'était la stratégie psychologique subtile qui sous-tendait chaque réplique formée par les meilleurs experts en communication scientifique. Le Cornu appliquait en temps réel des techniques de démystification efficaces mises au point par les psychologues cognitifs. Première technique, l'effet de contraste, en présentant systématiquement des données européennes positives face aux statistiques américaines négatives. Le Cornu créa un contraste saisissant qui rendait l'échec de la politique trumpienne évident pour tous. Deuxième technique, la source crédible, en utilisant exclusivement des données d'organismes américains NASA, NOAA. Le Cornu rendait impossible pour Trump de crier aux fake news européennes. Troisième technique, la simplification pédagogique. Chaque statistique complexe était traduite en exemples concrets compréhensibles par tous. 79% d'énergie fossile devenait 4 voitures sur 5 roulant encore au pétrole importé. Quatrième technique, l'inversion de la charge émotionnelle. Là où Trump utilisait la peur du changement, Le Cornu utilisait la fierté de l'innovation. Cette maîtrise technique explique pourquoi la performance de Le Cornu eut un impact si durable sur l'opinion mondiale. Ce n'était pas seulement une réponse politique brillante, c'était une leçon magistrale de communication scientifique appliquée à la haute diplomatie. L'onde de choc qui suivit dépassa toutes les prévisions, même les plus optimistes, de l'équipe française. En quelques heures, les extraits du discours de Le Cornu étaient traduits en 50 langues et diffusés sur tous les continents. Les universités du monde entier organisaient des conférences d'urgence pour analyser cette masterclass de fact-checking en temps réel, notamment au MIT. Le professeur Kerry Emmanuel, climatologue de réputation mondiale, déclara « En 5 minutes, Le Cornu a fait plus pour l'éducation climatique que 10 ans de nos cours. Il a montré comment désarmer la désinformation avec élégance et précision. » À Stanford, la professeure Katharine Hayhoe, spécialiste de la communication climatique, analysa « C'est un cas d'école parfait de comment transformer un débat émotionnel en démonstration scientifique. » Mais c'est peut-être la réaction des jeunes scientifiques qui fut la plus enthousiasmante. Dans le monde entier, des doctorants en climatologie organisèrent des « Le Cornu parties » pour décortiquer la technique du premier ministre français. Il nous a montré qu'on pouvait être à la fois rigoureux scientifiquement et efficace politiquement, témoignait Sarah Chen, doctorante à Berkeley. Cette fascination de la communauté scientifique internationale pour la performance de Sébastien Le Cornu s'expliquait par un phénomène rare. Pour la première fois, un dirigeant politique avait utilisé la méthode scientifique pure. Hypothèse, données, vérification, conclusion dans un débat politique majeur, et cela avait fonctionné parfaitement. 6 mois après cette confrontation historique, l'impact se mesurait dans tous les domaines.
Côté politique, Lecornu était devenu une référence mondiale pour la communication climatique. Il était régulièrement invité dans les plus grandes universités pour expliquer sa méthode de fact-checking diplomatique. Son discours était étudié dans les écoles de journalisme comme exemple parfait de vérification factuelle en temps réel. En temps réel. Côté scientifique, les effets étaient encore plus spectaculaires. Les demandes d'inscription en climatologie avaient bondi de 340% dans les universités européennes. Les jeunes voulaient faire comme Lecornu maîtriser la science pour pouvoir la défendre publiquement. Le GIEC rapportait une augmentation sans précédent des candidatures de jeunes chercheurs souhaitant contribuer au prochain rapport. Côté médiatique, la confrontation Lecornu-Trump était devenue un cas d'école dans les formations au fact-checking. Les écoles de journalisme du monde entier analysaient minute par minute la technique de Lecornu pour enseigner à leurs étudiants comment démonter méthodiquement la désinformation en direct. Mais l'impact le plus inattendu fut celui sur Donald Trump lui-même. L'ancien président habitué à dominer les débats par sa seule force de caractère découvrait pour la première fois qu'on pouvait le réduire au silence par la simple évocation de faits vérifiables. Cette découverte le déstabilisa profondément au point qu'il évita soigneusement de reparler du climat pendant plusieurs mois. Ses tentatives ultérieures de relancer le débat climatique tombèrent systématiquement à plat. Dès qu'il évoquait ces thèmes habituels, journalistes et opposants politiques lui opposaient immédiatement les chiffres de Lecornu. Cette impuissance nouvelle de Trump face au débat climatique eut des répercussions considérables sur la politique américaine. Les républicains modérés enhardis par l'exemple de Lecornu osèrent enfin critiquer ouvertement les positions climatiques de leur camp. Si un dirigeant étranger peut humilier notre ancien président avec de simples données scientifiques, c'est que notre position est indéfendable, déclara le sénateur Mitt Romney un an après la confrontation de l'ONU. Les conséquences géopolitiques étaient majeures, l'Europe avait retrouvé un leadership moral sur la question climatique, les États-Unis étaient en plein questionnement sur leur politique énergétique, et la Chine elle-même avait accéléré ses investissements verts pour ne pas être accusée des mêmes incohérences que Trump. Mais le plus remarquable était l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants politiques inspirés par l'exemple de Lecornu, qui osait enfin utiliser la science comme arme politique face au populisme. En Allemagne, en Espagne, au Canada, en Australie, de jeunes responsables politiques adoptaient la méthode Lecornu pour démonter les fake news de leurs adversaires climato-sceptiques. Cette révolution de la communication politique scientifique culmina lors de la COP 30 de Brasilia en novembre, où les approximations, les dénis et les relativismes habituels des pays réticents n'avaient plus droit de citer. L'effet de Lecornu a changé les règles du jeu, analysa Christiana Figueres, ancienne secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. On ne peut plus mentir sur le climat sans être immédiatement contredit par des faits. C'est une révolution diplomatique majeure. Quant à Lecornu, lui-même, il était devenu bien plus qu'un premier ministre français, un symbole mondial de la résistance intellectuelle face à la désinformation. Son discours du 23 septembre 2025 était étudié dans les universités comme un modèle de courage politique et de rigueur scientifique. Lors de la cérémonie de remise des prix Nobel 2026, le comité norvégien rendit un hommage public à Lecornu, déclarant que sans recevoir le prix, son action pour la défense de la vérité scientifique face aux mensonges climatiques honore l'esprit du Nobel et inspire le monde entier. L'histoire retiendra que ce jour de septembre 2025, dans l'enceinte sacrée des Nations Unies, un homme armé de la seule vérité scientifique a terrassé l'un des plus puissants démagogues de son époque. Et que par cette victoire de l'intelligence sur l'ignorance de la science sur l'obscurantisme, il a redonné espoir à tous ceux qui croient encore que la raison peut triompher de la déraison.